Merci à Marc et aux moutons sauvages pour leurs dons. Petit mot pour le mouton sauvage, ou les moutons sauvages, je ne sais pas combien ils sont, qui m'a envoyé 3 fois 2 euros. Merci beaucoup parce qu'il n'y a pas de petits dons. Et moi je fais la manche là, donc 2 euros c'est comme une bénédiction divine, quoi. C'est énorme. Mais par contre, le petit message de ouais, c'est pour boire un café, excuse-moi, quand tu donnes, c'est sans condition. Si maintenant tu poses tes conditions, ah, je vais te dire un truc, ton café, tu peux te le boire tout seul. Non mais c'est quoi ces manières? Tu donnes ou tu donnes pas. Tu donnes pas avec des conditions. Non mais oh. Bon. Les autres, si vous voulez donner, même 1 euro, ça fait plaisir, hein. Voilà, c'est le geste qui compte, voilà, c'est bien. Et ça doit venir du cœur, et si ça vient avec des intentions derrière, oh! Les gens sont en colère contre l'amour. Parce que l'amour, ça fait mal. Donc, arrive un temps où les gens refusent d'avoir mal. Et le jour où tu refuses d'avoir mal, ben c'est là que tu perds ton humanité. Les gens recherchent des relations sécurisées et sécurisantes. L'amour conscient, c'est un concept qui cache en fait la recherche de sécurité et de stabilité et d'un cadre qui pourrait protéger l'individu de toute souffrance. Voilà. C'est toujours l'éternel même problème de la honte que nous inspire la souffrance et aussi du refus d'accepter la douleur. Pourquoi on parle de maladie d'amour? Parce que l'amour, ça fait mal. Le phénomène du désir, c'est un truc bizarre. Dans bizarre, il y a bi, il y a double. Parce que, en fait, le désir, c'est un mélange de pulsion de vie et de pulsion de mort. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu es toujours attiré par la personne qui va te faire mal. C'est comme ça, c'est comme ça. La personne qui va te faire mal, c'est-à-dire la personne qui va réveiller le mal en toi. Parce que, dans la plupart des cas, la personne ne te fait pas mal. Je ne parle pas des femmes battues. Si, justement, je parle des femmes battues aussi, et des hommes battus, plus souvent battus psychologiquement, même s'il y a des violences physiques aussi. Pourquoi, dans ces cas-là, il y a une... qu'on appelle une relation de dépendance. Une emprise et une dépendance. C'est une emprise, c'est qu'il y a une dépendance. S'il y a une personne qui a une emprise sur une autre personne, c'est que la personne qui est sous emprise est dépendante de la personne qui l'emprisonne. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a le phénomène d'attraction dont la personne n'arrive pas à se débarrasser. Elle est attirée par celui ou celle qui va lui faire du mal. Et voyez, ça c'est la réalité du désir, qui est la réalité contre laquelle les gens sont en colère, ne veulent pas voir cela, ne veulent pas l'accepter. Donc, ils créent des concepts, des fantasmes, des abstractions, des idéaux, enfin, j'ai déjà dit, ou alors ils vont te parler d'évolution, ils vont te dire que dans le futur, ce sera plus comme ça, dans le futur, on aura éliminé toute souffrance. Mais arrêtez de penser ça. Ce que cache ce genre de pensée, c'est juste une non-acceptation dans le présent de votre souffrance. Moi, je dirais que tant qu'il n'y aura pas eu l'acceptation de l'obscurité en soi, il ne se passera rien du tout, hein. On restera au point mort. Ouais, c'est le cas de le dire. Mort. Tu es toujours attiré par la personne qui va te faire mal. Que tu en aies conscience ou pas.
En général, tu le pressens au début. Tu le pressens que tu vas avoir mal. Et très vite, tu te racontes une histoire, tu te crées un scénario où tu commences à poser des conditions à l'autre pour créer un cadre qui va te sécuriser et te protéger de la souffrance. Exemple, bon, bah allez, on se met en couple, voilà, on fait tous les trucs bien comme il faut dans les formes, voilà, pour se rassurer, histoire de s'assurer, comme dans un contrat d'assurance, qu'il n'y aura pas de souffrance. Et c'est ça le truc qui génère et engendre le plus de souffrance, par ailleurs. Parce que dès que tu commences à mettre les conditions, déjà tu n'es plus dans l'amour, parce que l'amour c'est inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans conditions, sans mettre de conditions. Quand tu commences à mettre des conditions, tu n'es plus dans l'amour, tu es dans la création d'un dispositif d'instrumentalisation. Donc, dans quelque chose de pervers. La nana qui met des conditions au mec, qui lui fout la pression, qui lui met des ultimatums, soi-disant pour que le mec prouve son amour, non, elle est juste en train de le manipuler, parce qu'elle a peur. Elle a peur d'avoir mal. Dans la vidéo là, que j'avais faite qui s'intitule « Apologie de la colère », je disais que c'est la première colère qui scelle un couple. Parce que ça témoigne de l'intérêt que les deux personnes portent l'une pour l'autre. Et que tu t'énerves pas contre une personne dont on n'a rien à foutre. Mais en fait, plus précisément, je dirais que c'est la première, comment dirais-je, le premier coup de couteau, plutôt. C'est-à-dire, c'est comme ça, regardez, dans toutes les histoires, c'est comme ça. Il y en a un qui fait mal à l'autre, et l'autre qui a mal, et qui gueule parce qu'il a mal. Et l'autre, il vient voir ce qu'il y a, et bam, voilà, il y a un couple qui se forme. C'est comme ça que ça se passe. Parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est premier coup de couteau. Mais vous savez, c'est comme dans les films de Tarantino. Tarantino, il a bien mis ça en scène, en fait. Ce principe-là, du coup de couteau dans l'amour. C'est, imaginons la nana qui fout un coup de couteau au mec. Du coup, le mec, il gueule parce qu'il a mal. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la nana? Oh, culpabilité de lui avoir fait mal. Comme dans les films de Tarantino, pareil. Et là, elle s'approche de lui pour, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, bam. Et là, le couple se forme. Enfin, l'amour, enfin, le truc entre les deux personnes se crée. C'est-à-dire que tu fais mal à l'autre, tu te dis, merde, je lui ai fait mal. Et là, toi, t'as mal. Et du coup, les deux mâles s'attirent. Et hop, les deux mâles s'attirent. Ça dépend comment tu l'écris. Les deux mâles et s'attirent comme un satyre. Et hop, bam. Par le principe d'empathie, de la souffrance, parce que, et en plus de la culpabilité d'avoir fait mal à l'autre, ça crée ce truc. Ça crée voilà. Et après, ça crée le oh merde, je t'ai fait mal, oh, je te ferai plus jamais mal maintenant. Et hop, y a le machin qui se forme. Et après, le couple se forme, se met ensemble, et ensuite il se crée en fait un foyer de protection contre la souffrance, pour plus souffrir eux-mêmes et être protégés du monde et ne plus souffrir des influences néfastes du monde. C'est le principe du foyer et de la protection. Quand tu vis ta première relation à l'adolescence, tu es dans la passion. Est-ce que tu penses à tout ça, à ces conditions, aux formes, au cadre? Non, tu t'en fous parce que tu es dedans. Tu es dans le jus de la passion, tu n'as pas le temps de penser à tout ça. Mais le cadre arrive après parce qu'il y a eu tellement de souffrance et il y a eu un rejet de la souffrance, un refus d'accepter la souffrance qui fait qu'il va y avoir des cadres, des conditions et toute une instrumentalisation qui va engendrer la peur permanente de perdre l'autre, qui va engendrer la jalousie, comme moi je l'ai vécu, et ça c'est vraiment infernal. Qu'est-ce qui permet de sortir de ce système infernal? Eh bien, c'est
l'accueil de la douleur. Le point de départ, en fait, dans une relation avec quelqu'un, c'est d'accepter, enfin le point de départ pour avoir une relation saine, j'ai envie de dire, mais ce mot, il faut faire attention avec le mot sain, d'accepter une relation saine, c'est, on va dire, une relation transparente, mais d'abord vis-à-vis de soi-même, c'est d'accepter que cette relation puisse te faire mal, c'est-à-dire puisse te faire remonter du mal. Et ce que tu vas fatalement vivre dans une relation, à partir du moment où tu es attiré par quelqu'un, c'est la blessure de rejet. C'est-à-dire que ta blessure de rejet va se réactiver, fatalement, obligatoirement. Dans toute relation affective, la blessure de rejet s'active. Et tout le monde a la blessure de rejet à l'intérieur de soi. Déjà, on a été éjecté du ventre de notre mère à la naissance. Ensuite, quand on était enfant, on se sentait rejeté de nos parents parce qu'on n'était pas dans le même monde qu'eux, on n'avait pas les mêmes systèmes référentiels, mais ce n'est pas de leur faute. Mais du fait qu'on n'était pas dans le même monde, forcément on se sentait rejeté, incompris. Bon, il y a tout un tas de paramètres, on ne va pas faire la liste, mais bon, on l'a tous cette blessure. Et c'est ça qui revient directement quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tout de suite. C'est pour ça que tu es toujours au taquet, tu veux à tout prix voir si il y a bien une réaction de la part de l'autre et tout, parce que la blessure, elle est là. Et tu veux que l'autre te sécurise pour que justement tu n'aies pas mal. Alors que, en fait, la relation à l'autre, dès lors qu'elle t'éveille cette blessure de rejet, ce qu'il faudrait faire, c'est être transparent vis-à-vis de soi-même et reconnaître que tu as mal et en profiter, en fait, pour exprimer ce mal. Profiter de cette situation pour exprimer cette douleur. Parce qu'il n'y a que là, en fait, que tu peux le faire. C'est-à-dire que, sinon, dans ta vie, si tu veux, la douleur, elle ne remonte pas tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'occasions, à part justement les accidents, les maladies, les pertes et tout, pour faire remonter ces douleurs très profondes. Alors que dans la relation à l'autre, il y a une hypersensibilité qui fait que tu es hyper proche de tes blessures. Donc c'est une chance en tant que telle, à condition d'accepter la douleur. Mais voilà ce que j'ai constaté dans tout ce qui est, dans tous ces mouvements là de travail sur soi et tout ça, c'est que ce sont des personnes qui ne veulent plus souffrir, qui fantasment complètement l'équilibre et l'harmonie de la relation à l'autre. De purs fantasmes. Qui créent des concepts, des représentations de ce que serait l'amour conscient. C'est du délire en tant que tel. Celui qui ne ressent plus aucune douleur, qui n'a plus mal, n'est plus humain. Comme ces bouddhistes qui restent dans des barbecues et ils ne ressentent pas la chaleur des flammes tellement qu'ils sont détachés du corps, tellement qu'ils ont lâché prise, tellement qu'ils étaient traumatisés du corps et de la matière, ils ne ressentent plus rien. Insensibilité totale, détachement total, qu'est-ce que t'es alors? T'es déjà un pied dans l'autre là, quoi. T'es plus là. La conscience, c'est un mot valise pour désigner un état de présence. Oui, c'est parce que c'est un état de présence qui n'est pas permanent. Tu ne peux pas tout le temps être là. Des fois, tu es absorbé par ton inconscient, ta matière traumatique, par tes mémoires qui remontent. Et là, tout se perturbe en toi. Tout se bouleverse à l'intérieur de toi. Et tu commences à interpréter la réaction de l'autre, le comportement de l'autre par rapport à ta subjectivité, donc par rapport à tes blessures. Et tu commences à déformer le truc. Tu commences à croire que l'autre, en fait, il est méchant, que l'autre, il est... c'est un con. Alors qu'en fait, c'est quoi qui se passe? C'est de la douleur qui remonte et que tu ne veux pas voir. Parce que, en fait, le jugement, c'est une colère méprisante. Il y a deux types de colère, en fait. Enfin, deux types, il y en a peut-être plusieurs. La colère du mépris, c'est comme les parodies, on voit Hitler qui fait « Nein, 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 nein ». C'est la colère du refus, du mépris, de la non-acceptation
d'avoir de la douleur en soi. Et puis il y a aussi la colère de la volonté de changement et de transformation. Et ça, c'est plus une colère qui va déboucher sur du contact, sur de la communication, sur du dialogue. Cette colère est parfois nécessaire pour crever des abcès, pour faire, je veux dire, péter la barrière de glace qui empêche le dialogue et la communication. Oh putain, j'ai plus de batterie. Je voulais faire une vidéo courte. Donc, conscience égale état de présence. Présence. Comment cette présence, cet état de présence peut se développer? Comme je le disais dans les chocs, les confrontations, les accidents, par aussi les comportements que tu juges inconscients de l'autre, mais qui viennent bouleverser toi, tes édifices, tes certitudes, tes représentations. Donc, finalement, la conscience est ce qui nous apparaît comme étant inconscient. Petite dédicace à Annie, parce que c'est elle qui avait écrit ça dans un des commentaires, justement, parce qu'elle m'avait demandé « Ouais, tu pourrais parler de l'amour conscient et tout ?» Et je lui avais répondu en lui disant bah, je veux bien, mais je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais vécu. » Ah, c'est vrai, j'ai jamais vécu l'amour conscient, moi. Ah, je ne connais pas. Donc, elle m'avait écrit à un moment donné, mais finalement, est-ce que c'est pas... en fait, est-ce que la conscience ne nous apparaît pas justement au travers des comportements inconscients de l'autre, c'est-à-dire, ou des comportements que nous jugeons inconscients? Et c'est ça toute l'opposition qu'il y a entre les représentations que nous nous faisons de la conscience et comment la conscience ferait son chemin dans nos vies au travers de situations qui nous apparaissent comme étant incompréhensibles, inconscientes de la part des autres, injustes, désagréables, elle utilisait le mot désagréable, voilà quoi. Ouais, le clocher, ça y est, il est réactivé. Et aussi, les sens. Les sens. Bon, je vous fais pas la liste, hein. La vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et le toucher. Et le toucher, ah oui, pourquoi les sens? Parce que les sens, c'est ce qui connecte tout. En fait, tu touches quelque chose, tu captes une information qui est transmise à ton cerveau, et en fait, c'est ce qui permet de connecter le corps, la tête, et tout, quoi. Les sens, c'est la connexion. La conscience, c'est la connexion. C'est la connexion. L'inconscience, c'est la fragmentation, la dispersion, l'éclatement. Et la conscience, c'est ce qui reconnecte tout. Et parmi ces sens, eh bien, celui qui permet, je dirais, le plus la reconnexion, c'est le toucher. Le toucher, c'est très subtil, parce que tu peux toucher quelqu'un sans être touché, comme tu peux être touché sans avoir touché la personne. C'est très subtil. Et le toucher, ça a à voir aussi, ça a à voir avec la douleur, parce que quand tu es touché par quelqu'un, c'est parce que cette personne t'éveille de la souffrance, t'éveille de la douleur. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand tu es touché, ta douleur remonte. C'est ça qui t'amène vers l'autre, parce que tu es touché. Il y a un phénomène d'attraction. Et comme tu vas vers l'autre, eh bien, il y a une reconnexion. Mais alors, je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit, que le désir, en fait, fonctionne de manière ambivalente, où la pulsion de mort et la pulsion de vie sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que tu es toujours attiré par la personne qui va te faire mal et qui va te faire remonter la douleur. Et donc aussi qui te touche. Et attraction, désir, bah, du coup, égale sexualité, égale pulsion de vie, égale la vie. Je rigole parce que j'ai l'impression d'être... des fois d'être teubée, en fait. C'est drôle comme... Bref, donc... ça, c'est la dynamique même du phénomène d'attraction qui fait que tu ne peux pas enlever à l'amour l'aspect obscur, le lien au mal. Vous voyez, c'est toujours pareil. Tant que l'humain ne veut pas accepter le mal en lui, la douleur, le fait d'avoir mal, et le fait aussi de l'accueillir,
pour pouvoir ensuite l'exprimer, et dans cette expression transformer le truc, il sera dans le refus, dans le rejet, et dans la création de fantasmes, d'idéaux, de l'amour conscient. Voilà. Et il ne sera pas dans le réel. Et puis surtout, il n'aura plus aucune passion. Qu'on parle d'amour conscient ou d'amour raisonnable ou sécurisant et sécurisé, c'est la même chose. L'humain, il a besoin de se créer des trucs qui vont le sécuriser. Avec des conditions. Alors oui, il y en a, oui. Ah, c'est comme les groupes que j'ai complètement quittés, mais qui allaient sur Facebook, de gens conscients, soi-disant. Les groupes de gens conscients. Tu vas dans le groupe, tu as ça de conditions pour entrer dans le groupe. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Vous ne pourriez pas plutôt créer l'association des supracons, en fait? Parce que là, vous êtes supracons, pas supraconscient. Supracondition. Supra-flippé. Supra-peur qu'il y ait un truc qui bouge. Ah, et que ça te remette en question, que ça te bouleverse intérieurement. Oh là 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 là, la peur de l'effondrement, encore une fois. Mais l'amour, ça va te faire t'effondrer. Tu vas t'effondrer. Tu vas croire que tu vas crever, plein de fois, tu auras toujours la sensation que tu vas croire que tu vas mourir, tu vas croire que tu vas tout perdre, tu vas croire que c'est la fin de ta vie, tu vas vivre toutes tes peurs. Que des effondrements. Mais c'est comme ça que tu rentres dans le réel, plus t'effondres des trucs, plus tu rentres dans le réel, quoi. Plus t'es là, plus t'es présent, et plus t'es content d'être en vie parce que t'es là. Quoi, la conscience, un état de présence, là. Et pour être là, faut avoir perdu plein de trucs. Faut avoir été déchiré plein de fois. Faut avoir chialé sa race. Enfin, c'est ça, quoi, la vie, merde. Donc, acceptez d'être attiré par les personnes qui vont vous faire mal, qui vont vous faire sentir ce putain de rejet, vous faire sentir être abandonné au fond d'un puits sans fond, dans l'abîme du trou noir, du fin fond de je sais pas où. Ben voilà, d'accepter qu'à partir du moment où tu vas être attiré par quelqu'un, boum, tu seras jeté dans un trou noir. Et si tu veux pas accepter ça, tout ce que ça implique en termes de sensations, en termes de perturbations, parce que quand tu es dans le trou noir, tu vois plus clair, hein, tu es là, je sais plus c'est quoi la vie, oh, j'ai plus de goût à rien, ouais, je vais écouter du Maria Carey, ça va peut-être m'aider, oh non, je vais bouffer des Kinder Bueno, oh putain, non, c'est pas, j'y arrive pas, oh là là, je fais... Ça y est, j'ai l'élément qui me manquait. Je parlais des Kinder Bueno et tout ça. En fait, le point de contact, le point de rencontre et de connexion à l'autre, donc en fait, l'amour conscient finalement, s'il fallait donner une bonne définition, c'est quoi? C'est la connexion, parce que la conscience, c'est ce qui reconnecte tout à l'intérieur de toi. Quand tu es dans l'inconscience, tu es tout fragmenté, tu es tout éclaté, et voilà. Après, dans la conscience, bon, ben, il y a les circuits se rebranchent, tu vois plus clair, voilà, tout ça, quoi. Eh bien, le point de rencontre, donc, avec l'autre, va pouvoir se faire au travers, justement, de l'expression de la douleur. Et là où c'est, en fait, subtil, c'est que là, ce que tu dois réussir, en fait, voilà, ce que tu dois réussir, c'est exprimer ta douleur sans instrumentaliser l'autre. Ça veut dire sans le faire culpabiliser que ce serait lui qui t'aurait fait du mal alors que c'est toi qui as du mal. C'est ça qui... Et en fait, c'est là où c'est... En fait, le point de contact, le point de connexion authentique qui peut se créer quand tu exprimes ta douleur avec sincérité. Donc, en fait, la parole aussi, ça c'est un élément que je n'avais pas dit dans les autres vidéos, c'est que la parole, ça fonctionne comment? La parole, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, bon, ça va de soi, et de l'intérieur, ça veut dire que tu vas exprimer ce que tu ressens. Putain, mais tu vas exprimer, donc tu vas à l'intérieur de toi pour sonder
ce que tu ressens, et l'exprimer. Ça, c'est la parole. La parole, si c'est pas un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est quoi? C'est du blablatage, du jacassage, du bon, c'est comme ça, c'est pas de la parole. Donc, pour établir le point de contact avec l'autre, tu dois faire le mouvement vers l'intérieur. C'est ça que, en fait, quand on est embarqué dans la souffrance et qu'on rejette la souffrance, notre souffrance, je veux dire, eh bien, on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on va tout de suite accuser l'autre et rentrer dans un système, comme ça, et bon, c'est l'horreur. Alors que le réflexe à avoir, c'est, attends, je vais à l'intérieur et je vais exprimer ce que je ressens. Tu peux pas être dans la manipulation quand tu es dans l'expression de ce que tu ressens. Mais tu peux vite dériver si tu fais sentir à l'autre que c'est de sa faute si tu ressens ça. Et à partir du moment où tu fais ça, eh bien, l'autre, il peut aussi exprimer ce qu'il ressent. Et vous allez voir que, en fait, eh bien, ce qui est de l'ordre du conflit, ou plutôt de l'incompréhension, n'est en aucun cas lié au comportement de l'un et de l'autre, mais est lié à l'incompréhension de la souffrance de l'un et de l'autre. Car quand les deux souffrances de l'un et de l'autre sont exprimées, ben en fait tu peux voir depuis l'autre prisme perceptif qu'une même situation n'avait pas généré les mêmes sensations sur toi et sur l'autre. Oh putain, c'est compliqué. Et c'est ça. Et donc, l'amour conscient, c'est cette connexion qui s'établit à partir de l'expression de cette douleur qui est ravivée au travers de la relation. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Une relation de confiance. Une relation d'intimité plus profonde que dans l'amitié, en fait. Encore plus profonde que dans l'amitié. En fait, du coup, ça fait une relation d'amitié encore plus profonde. Parce que en fait, dans l'amour, en fait, l'autre, il t'a fait mal. L'ami, il te fait pas mal. L'ami, il est là pour t'écouter, l'ami ricoré, l'ami du petit déjeuner, nanana. Il est là pour te soutenir, ton ami, il est là pour t'encourager. Enfin, un bon ami, hein, pas un fouille-merde déguisé en bon ami. Mais un vrai bon ami, il ira toujours dans une logique comment dire, de soutien, d'aide, d'écoute et tout ça. Mais l'ami, il va pas te faire mal en fait, il va pas te faire remonter du mal. Enfin si, des fois si. Enfin bon, ben pas trop. Alors que dans l'amour, là, le mal, ouais, c'est... Donc, voilà. Et ben voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pouvez-vous dire mieux? Mieux! Non, Non, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Tu abandonnes le fantasme de ne plus souffrir en amour. Sinon, tu iras vers... comme je disais, je sais plus si je le disais, mais il y en a plein qui sont dans des relations où ils souffrent plus, mais ils se font chier. Parce que, bah oui, le réel nous sculpte dans la souffrance, Ah, je vais passer pour la meuf qui cultive la souffrance, là, mais non. Comment expliquer? Non, mais c'est toujours la même chose. C'est que, en fait, dans la souffrance, tu peux plus mentir. C'est toujours pareil. Si tu veux une relation authentique, et j'ose espérer que l'amour conscient, c'est quand même à voir avec ce qui est authentique, eh bien, tu dois t'exprimer sincèrement, et il n'y a que dans la souffrance que là, tu ne mens plus. T'es sincère, t'es à vif, t'es réel, quoi, merde. Ah oui, et c'est ça que j'avais oublié. En fait, c'est que
Ah oui, c'est ça, parce que Annie me disait comment faire pour... non, enfin, en gros, elle disait que elle avait été absorbée dans la relation et que quand tu es absorbé, tu perds ton centre. Et ça, on l'a tous vécu. Hein. Et ce que j'ai constaté, c'est que le problème numéro un dans les relations, c'est que les individus n'ont pas de jardin secret et d'univers vraiment personnel. C'est-à-dire qu'ils sont... Si tu n'es pas au centre de ton univers, tu ne pourras pas partager ton univers avec l'autre déjà, en fait, et tu ne pourras pas réellement établir de points de contact, de dialogue, de communication, parce que tu auras une communication qui sera complètement fabriquée pour plaire à l'autre. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et moi, c'est aussi ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je m'étais adaptée à l'autre, je m'étais créé, en fait, un personnage de femme qui pourrait plaire au mec avec qui j'étais, et en fait, ça allait pas du tout. Parce que j'étais pas moi, donc ça pouvait pas aller de toute façon. Mais quand t'as pas ton espace personnel d'expression, ton jardin secret, ton univers à toi, où tu es au centre, ben... t'es toujours une moitié d'eux qui cherche à correspondre à l'autre, et ça schlingue. Ça peut pas être authentique, ça. Voilà, donc encore une fois, c'est très important d'avoir son intimité. Celui qui n'a pas d'intimité avec lui-même, finalement, il ne peut pas avoir d'intimité réellement avec l'autre. Parce qu'il sera toujours fake. Et cette intimité avec soi, comment tu la développes? Dans l'expression, justement, de ta douleur. C'est là que tu chopes la fréquence de la sincérité. Bon, là, je tourne un peu en boucle. Hein. C'est là que tu chopes la fréquence de ta sincérité. Donc, c'est là que tu es dans le vrai, pour utiliser un mot à la con. C'est là que tu es dans le vrai. C'est là que tu es dans le réel. Et c'est là que, en fait, tu as une vraie bonne base saine. Et c'est vrai que, ben, quand tu arrives à te mettre à nu déjà, toi vis-à-vis de toi-même, tu auras plus de facilité ensuite avec l'autre. Celui qui arrive pas à se mettre à nu vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa souffrance et tout ça, il sera flippé à l'idée d'être démasqué par l'autre, il ne pourra pas s'ouvrir. C'est que des fois, une fois je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit, j'étais avec cette meuf, qui me racontait qu'il était avec une meuf, il disait c'était génial, on s'entendait trop bien, tout était parfait et tout, on était hyper attirés l'un par l'autre, mais je sentais qu'elle voulait pas, non pas ouvrir ses jambes, mais qu'elle voulait pas, il y avait un truc qu'elle voulait pas ouvrir. Un truc qu'elle gardait fermé, bloqué. Et du coup, je l'ai quittée parce que ça me faisait trop chier. Et pourtant, c'était vraiment une meuf, c'était la meuf parfaite en fait pour lui. Et en fait, ben, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y a un truc en elle qu'elle voulait pas ouvrir. Ben lui, il s'est passé quoi? Il s'est senti rejeté. Les portes fermées, rejeté. Rejeté le bonhomme. Et qu'est-ce qu'elle voulait pas ouvrir? Les portes de sa souffrance. De sa douleur. C'est juste ça qu'elle voulait pas ouvrir, parce qu'elle en avait honte. Et en fait, ça fait hyper peur d'ouvrir ces portes, parce que tu crois, en ouvrant ces portes, que tu vas tomber dans un trou et que tu pourras plus remonter. Ça, c'est le truc qui fait que les gens ne veulent pas ouvrir les portes de leur inconscient, où il y a toutes leurs blessures. Ils ont trop peur comme Alice au Pays des Merveilles, qui tombe dans le truc. Ah merde! Oh putain, comment je fais pour remonter et tout? C'est ça. Donc c'est ce qui fait que tu es toujours en tension,
Tu es toujours dans l'artifice, en tension, au-dessus du trou, en essayant de ne pas tomber. Oh non! Tu as peur de perdre ton boulot, ton machin et tout. Et d'être submergé par le trou noir. Alors que c'est tout l'inverse, parce que... Alors oui, c'est ça. C'est que, un truc à savoir, quand tu tombes dans le trou, parce que quand tu vas ressentir la douleur, et si tu te laisses traverser par cette douleur, eh ben, tu vas avoir tes perceptions qui vont être toutes... vous savez très bien, tu sais plus où est le nord, où est le sud, t'es là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu écoutes du Maria Carré, tu manges, t'es là, oh putain, machin. Eh bien, là, tu commences à tomber dans le trou, là. Ça y est, t'es embarqué. Qu'est-ce qu'il faut toujours emmener quand tu tombes dans le trou? Une corde. Une corde pour, non pas remonter, mais pour transformer le trou noir. Et cette corde, c'est la corde de ta parole, de ta vibration. Voilà. Tu t'embarques, tu te laisses traverser par la douleur, bien, comme il faut, tu tombes bien, et hop, tu parles. Et là, dans la parole, il y a une expression, une transformation qui se fait. Et tu verras que tu seras remonté. Mais pas à la surface où tu étais déjà avant, dans un autre endroit. Dans un endroit vachement mieux. Vachement plus réel. Où il y aura eu justement un espace qui s'ouvre. Mais pour avoir cet espace qui s'ouvre, il faut accepter de tomber un peu dans le trou. Pour bien ressentir la matière noire là, qui prend là. Et hop là, parler. Et c'est là que c'est le plus dur, parce que quand t'es pris par le machin, tu voudrais justement pas parler. Tu voudrais te remettre dans ton trou, tu vas putain, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Et hop là, tu pars. Voilà. Flexion, extension. Chute libre, hop là, la parole. Et c'est tout banco. C'est incroyable ce truc. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une moustiquaire. C'est pas une moustiquaire, une moustiquaire. Super, la moustiquaire te protège contre les bestioles extérieures, mais pas contre les bestioles intérieures. Là, il faut plus qu'une moustiquaire. Là, il faut un lance-flamme. Oh putain, quelle conne. Oh putain, mais je suis con. Je viens de niquer mon appareil. Moi, parfois, il me manque un truc, c'est la finesse. J'essaye de travailler ça comme un fromage qui travaillerait à se raffiner, mais il n'a pas décidé, le fromage, de se raffiner. Comment l'aborder? Par rapport, voilà, quand je ne sais pas comment aborder un truc, ben, je parle de moi et d'un souvenir. Quand j'étais ado, j'ai découvert l'éveil à la sensualité. Enfin, j'ai découvert la sensualité, en fait. C'est hyper délicat de parler de ça. Ça m'a complètement retourné le cerveau. C'est-à-dire que le premier contact que j'ai vu avec un garçon, j'ai même pas fait l'amour avec lui, j'étais juste avec lui, en fait, on a passé la nuit ensemble, mais il s'est rien passé sexuellement parlant. Et j'ai juste découvert la sensualité, en fait, ça m'a renversé. Tout le monde, enfin, toute la réalité que je croyais être la réalité a été complètement bouleversée. Parce que, en fait, j'ai découvert un nouveau moyen de communiquer avec l'autre qui passait au-delà des mots et en fait qui permettait de répondre à mon incapacité à communiquer avec les mots. C'est-à-dire que dans la sensualité, la communication passait beaucoup mieux. Il n'y avait pas de problème d'incompréhension. Et c'est pour ça que j'ai été bouleversée, parce que je me suis dit, putain, en fait, on peut se comprendre sans avoir besoin de passer par ces putains de mots qui font chier, qui font que à chaque fois les uns les autres
qui font que personne ne se comprend. Parce que chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre, ce qu'il comprend par rapport à son prisme. Et ça m'a bouleversée de voir qu'il y avait une possibilité de communication avec l'autre, totalement, de communication avec l'autre, intégrale. J'avais l'impression d'être dans l'océan. D'être dans l'eau, en fait, d'être dans un truc totalement fluide. Et c'est un mode, donc la sensualité, c'est un mode de communication qui passe par le biais du toucher et du ressenti. Et c'est marrant parce que, en fait, quand par exemple une personne a un des sens qui lui est enlevé, comme par exemple les personnes qui perdent la vue, eh bien elles vont surdévelopper un autre sens. Et quand alors la parole, c'est pas un sens. Non, c'est pas un sens la parole. Mais quand tu peux pas parler, t'arrives mieux à parler autrement parfois. Et donc là, de voir, comme je le disais, qu'il y avait un mode de communication qui pouvait mieux fonctionner, où on pouvait mieux se comprendre. Et c'est ça qui m'a, au travers simplement du toucher et du ressenti, c'est ça qui m'a vraiment fait un choc. Et après, j'ai voulu exprimer ça. J'ai voulu exprimer ça qu'il y avait un autre moyen de communiquer autre que les mots. Mais c'est vrai que je me suis fait bien casser. Et il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans ma vie, j'étais en train de faire un oral devant tout un groupe de personnes quand j'étais étudiante. Et il y avait un critique, de toute façon c'est un monde de critiques, qui me dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est important pour toi de dire? Sur quoi tu veux mettre l'accent, en gros? Et j'ai dit la sensualité. Je me suis fait défoncer. Je me suis fait moquer. Je me suis fait tellement ridiculiser que je me suis sentie tellement con d'avoir dit ce mot. Alors que c'est le mode de communication le plus subtil et le plus évolué qui soit. Dans notre monde brutal, dans notre monde mécanique, dans notre monde de Playmobil, la sensualité, c'est un truc d'extraterrestre. Alors quand vous voyez le film Sur la route de Madison, voilà un film qui parle de l'amour, putain. Voilà un film qui parle de sensualité, qui la montre et qui parle de la souffrance, qui parle de l'éveil aussi, par le biais des sens, par le biais aussi du fait de toucher à la grandeur, à la totalité, et ensuite de tout perdre, d'être déchiré. Voilà un film qui traite de tout en même temps. Voilà un film qui traite de la vie, du réel, de ce que c'est que la relation authentique à l'autre, de ce que ça pose comme problème au niveau, non pas de la conscience, mais des devoirs, des responsabilités. Est-ce que tu choisis le monde des devoirs, des responsabilités, du confort, ou est-ce que tu choisis le monde de la passion, de l'intensité, tout en sachant que la passion ne dure pas? Il n'y a pas de réponse, de toute façon, c'est un drame. Mais si tu te coupes aussi de la dramaturgie qu'est l'amour en tant que tel, tu toucheras à rien, tu perds tout. Enfin, tu perds rien parce que tu n'as rien trouvé, tu peux rien perdre. Mais comme dirait Monique, tu ne peux rien perdre parce que tu n'as rien trouvé. C'est vraiment ça, quoi. Tu ne peux rien perdre, tu n'as rien trouvé. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Enfin, on en revient toujours aux opposés, aux extrêmes. Et quand
quand tu es dans la vie, l'intensité, tu touches aux extrêmes qui se côtoient tout le temps. Et puis, il n'y a rien qui peut réellement se fixer. Il n'y a que dans le monde des illusions, du confort, de la stabilité, et que les choses se figent, que les formes se posent, que tu t'encroutes, mais pas au sens physique où tu grossis, mais au sens de l'intensité de ce que tu ressens. Tu t'encroutes et après tu ressens plus rien. Donc, l'amour est à l'image de la vie, hein, de passage. Et si c'est de passage, c'est que c'est passage du tout. Passage du tout. L'amour n'a rien à voir avec la conscience, au fait d'avoir un comportement adulte et responsable ou objectif. Parce que amour conscient dans les formes pensées, hein, ça veut dire responsable, adulte et objectif. Ça n'a rien d'objectif. Parce que la vie n'a rien d'objectif. Tu vis puis tu meurs. Qu'est-ce qu'il y a d'objectif à ça? Il n'y a rien d'objectif. Quand tu vis l'intensité de la vie, tu ne peux pas être objectif. Tu peux pas être responsable, adulte et raisonné. C'est pas possible. Sinon, tu vis comme une statue dans un édifice, avec des conceptions et des représentations, et tu te fais chier, tout simplement. C'est bien ça le problème, hein. Quant à ceux qui écoutent du Bernard de Montréal, je remets une couche là-dessus, parce que sans déconner, il faut dire les choses. Ce mec, c'était un boomer. Il parlait de l'homme, de la femme. La femme a besoin de... L'homme a besoin de... Oh! Mais qui parle comme ça? Les mecs de l'ancien temps. Une personne, c'est un pôle masculin, un pôle féminin. Et la relation à l'autre est autant une relation à soi-même aussi, d'une ouverture à son aspect masculin en soi, à son aspect féminin. C'est une rencontre intérieure et extérieure. C'est un dialogue, un putain de dialogue. Et un dialogue autant de la tête, oui, de la parole, mais aussi du corps. Il n'y a que là que le corps peut dialoguer, putain. C'est ça, oui, voilà. Dans l'amitié, les corps, ils dialoguent. Ils dialoguent en tant qu'amis. Dans l'amour, les corps dialoguent autrement. Dans un langage hyper subtil. Où en fait, ils peuvent respirer. Ils peuvent respirer. Dans cette sensualité, le corps, il peut respirer. Parce que le corps, il est chargé comme une mule au quotidien, dans toutes ces tâches quotidiennes et toute la mécanicité qui est intrinsèquement liée au quotidien. De toute façon, que tu le veuilles ou non, il y aura toujours de la mécanicité. Moi, je suis allée voir les bouddhistes qui travaillent sur la conscience, sur l'état de présence et tout. Ils sont mécaniques. Et la mécanicité, mais moi, je parle là, c'est mécanique aussi, je le sais. Je le sais, tout ça. Mais dans la sensualité, justement, il y a un dialogue corporel qui s'établit et qui vient justement, enfin, qui échappe à cette mécanicité. Et donc, c'est une respiration vitale, essentielle. C'est comme un souffle de vie ou un truc indispensable, en fait. Et c'est vrai que enfin bon, moi j'aime bien comprendre aussi, c'est vrai que j'ai besoin de comprendre, ça me met en confiance de comprendre. La compatibilité et non la comptabilité dialectique entre les corps, elle se fait
à condition que les deux personnes aient une compatibilité au niveau d'un dialogue de leurs deux souffrances mutuelles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce dialogue charnel qui va... il peut y avoir cette sensualité à partir du moment où il y a une ouverture des deux personnes vis-à-vis de leurs deux souffrances respectives. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de dialogue. Il y aura une fermeture. Et tu ne peux pas t'ouvrir à n'importe qui. C'est pas quelque chose que tu décides par ailleurs. C'est parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est ton corps qui décide avec qui il veut ou non dialoguer. En qui il peut avoir ou ne pas avoir confiance. Donc, c'est étrange parce que finalement, tu es attiré vers la personne qui va te faire mal, qui va te faire remonter du mal, mais tu peux établir le dialogue au niveau corporel avec la personne avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir mutuellement à vos souffrances respectives. Vous voyez comment c'est particulier ce truc? C'est très particulier. Ça s'appelle l'intimité, ça. Et il y a très peu de personnes qui ont réellement de l'intimité. Tellement que les gens ont eu la souffrance et ont refusé de souffrir, ils vont dans des relations sécuritaires. La plupart du temps, c'est ça. C'est que des relations sécuritaires qui donnent les apparences de l'amour. Les gens s'auto-persuadent de l'amour. Le niveau d'auto-persuasion peut aller super loin. Mais le corps ne ment pas, par contre. Le corps ne ment pas. Et il y a le désir, enfin, le fait d'avoir, par exemple, envie de niquer avec quelqu'un, ça, c'est une chose. Mais la sensualité, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir, mais c'est encore autre chose. C'est un dialogue des corps entre eux. Et ça, tu l'as pas dans forcément toutes les relations avec les personnes avec qui tu es attiré sexuellement. Il n'y a pas forcément le dialogue. Et justement, les femmes, du coup, allez, ça y est, je fais mon boomer. Les femmes sont hyper réceptives, enfin, en tout cas, l'aspect féminin dans la personne, on va dire ça comme ça, parce que les hommes ont aussi l'aspect féminin, est très sensible à ça. Et quand il n'y a pas le dialogue corporel au niveau de cette sensualité, eh bien, la femme se ferme. Ou alors, si elle est complètement, elle a besoin où elle peut donner elle se ferme intérieurement, je veux dire. Elle peut se donner physiquement, mais intérieurement, elle peut se fermer. Elle peut être complètement donnée physiquement, mais extérieurement, mais intérieurement, être complètement fermée. Complètement. Ou bien essayer de s'ouvrir, mais ne pas y arriver. Donc, le dialogue, il se fait ou il se fait pas. Il n'y a pas à chercher à établir un dialogue. Hein. Déjà, quand tu cherches à établir un dialogue, c'est qu'il y a un problème. Bon, rien à voir, hein, mais l'émission de Cyril Hanouna sur C8, TPMP, c'est, sans déconner, finalement, c'est l'émission qui traite le plus de sujets de société variés, avec le plus de liberté d'expression. Hein. C'est dingue. Je pensais pas un jour dire ça. Mais là, ils viennent de faire un truc sur les fantômes, les entités. Un mec qui est passeur d'âme et qui commente un reportage qui a été passé sur BFM TV où il y avait une femme en fait qui parlait du fait que son appartement était hanté. Et moi, j'avais regardé ça parce que ça m'intriguait de voir comment les gens réagissaient à ça. Et sur BFM TV, en fait, sur la chaîne YouTube de BFM TV,
Bon, bah, c'est bien connu, c'est un public qui est relativement de droite. Euh, il y avait eu plein de critiques, enfin, c'était horrible les commentaires. Et là, ils ont invité un mec dont le métier est de libérer les entités, quoi, et en fait, il explique en direct, enfin, pendant l'émission, quelles entités il perçoit dans l'immeuble. Alors, forcément, tout le monde rigole sur le plateau, parce il y en a un qui a commencé à rigoler, donc tout le monde s'est mis à rigoler. Mais les gens rigolent, c'est pas parce que. Enfin, c'est sûr que ça peut être de la moquerie, hein, perçu comme de la moquerie, parce qu'en fait, ils sont gênés. C'est le rire de la gêne. C'est que tu ris parce que, en fait, c'est un truc qui te fait peur, que tu comprends pas, et du coup, la seule réponse que tu as, c'est le rire qui crée une soupape. Tu sais, comme les personnes qui sont mal à l'aise et qui sont toujours en train de faire. Tu sais, tu les emmènes quelque part. Bonjour. Ça, c'est le rire de la gêne, tu vois. Donc, bon, ils se moquent malgré eux, quoi. C'est pas méchant. Mais c'est quand même ouf, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui parle de ça à la télé. Moi, je trouve ça ouf. Quelqu'un qui a pas l'air perché du tout, hein. Quelqu'un qui explique que le paranormal, c'est simplement des phénomènes normaux que nous ne comprenons pas encore, mais qui sont normaux et qui font partie de notre quotidien. Et comme dans le film Shining, l'influence en fait occulte des lieux sur nous, quoi. Donc c'est une parenthèse qui a rien à voir, mais par rapport au sujet, mais moi je vais vous raconter un truc, parce que dans la vidéo de Monique là, elle dit à un moment donné, Monique, enfin le personnage de Monique, que nous avons coupé le contact avec nos disparus, avec nos ancêtres. Le problème, c'est que justement, du fait que nous ne laissons pas les mémoires s'exprimer, ben en fait, elles poussent à l'intérieur. De toute façon, elles sont là, les mémoires. Elles poussent et elles vont s'exprimer quand elles ne peuvent pas passer par les mots dans la violence. On dit d'ailleurs, quand tu tapes, c'est que tu ne peux pas parler. Donc, dans la violence, dans la maladie. Et ça, c'est ça le problème, quoi. Donc, ouais, il m'est arrivé un truc. C'est que il y a 2 ans, en fait, j'avais un projet de boutique. J'avais commencé à ouvrir une boutique, mais c'était juste avant le confinement. Et en fait, je l'ai fermé au début du confinement parce que j'ai senti que de toute façon, ça allait durer ce confinement et que je ne pourrais pas payer le loyer de la boutique, enfin du local. C'était un local que je payais vraiment pas cher. Et j'avais tout décoré et tout, et je voulais faire une sorte de salon de thé, brocante. Enfin, c'était pas bien clair mon truc. Parce qu'à l'époque, je parlais pas, donc c'était pas clair, c'était dans ma tête, mais j'avais du mal à faire des débriefings, quoi. Et j'avais bloqué, complètement bloqué, sur les tisanes. Alors moi, je bois pas de tisane, hein, je bois du café. Depuis très longtemps, quand on me dit tu veux une tisane, en général ça m'énerve. Je suis là, non, ou bien ouais si tu veux, mais tisane à la limite de verveine, ça va, mais je suis pas trop tisane, quoi. Je suis pas trop thé non plus, le thé ça me saoule. Et là, je sais pas pourquoi, sur ce projet de boutique, j'étais focalisée sur les tisanes. Et j'avais fait une collection de différentes herbes qui servent, de plantes qui servent pour les tisanes. J'avais plein de trucs, j'avais cassis, enfin bon, je ne vais pas personnaliste. Et en fait, je voulais faire une sorte de lieu convivial et tout, où les gens, enfin un salon de thé, bah voilà. Et c'était bizarre parce que à la fois j'avais envie de le faire ce truc et en même temps j'avais pas envie de le faire. C'est-à-dire qu'au fond de moi je savais que ça me ressemblait pas du tout de faire ça, mais il y a un truc qui me poussait à le faire. Trop chelou, trop chelou. Et donc le projet s'est abandonné, a été abandonné. Ah. A été abandonné quelque part, j'étais soulagée. En fait, quand il y a eu le confinement, j'ai fait ouf, j'ai une raison d'arrêter ce truc parce que je sens au fond de moi que je dois pas faire ça.
Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Là, l'autre fois, en fait, on était en train de ranger des cartons avec ma mère, et en fait, on tombe sur ça, sur ces bols. Un carton rempli de bols comme ça. Tout neuf, enfin, ceux-là, ils sont utilisés parce que voilà, mais là, qu'ils n'avaient jamais servi. Je me suis dit, mais c'est quoi tous ces bols dans la vieille maison à côté? C'est quoi tous ces bols? Et ma mère dit, ah ben ça, c'est les bols de Adolphe. Alors, Adolphe, c'est le nom de mon grand-oncle. Il s'appelait Adolphe, comme Hitler, mais bon, pas choisi. Hein. Ça s'écrivait pas pareil, hein, avec PH à la fin. Et elle me fait, ouais, parce que Adolphe, tu sais, il avait un projet à une époque dans son cabaret, parce qu'en fait, c'était un peu un artiste. Il avait un cabaret où les gens venaient manger, danser, et en fait, il avait toujours plein d'idées. Toujours des idées, il changeait d'idées comme de chemise tous les jours, des nouveaux projets, puis du coup, il partait quand il avait une idée, il s'embarquait dans le truc, et après, il aboutissait pas forcément son truc. Et disait, oui, voilà, il avait un projet de faire de la tisane, donc il voulait faire toutes les plantes médicinales en tisane et tout, donc il avait acheté des caisses de bols comme ça. Putain, là, ça m'a fait tilt. J'ai fait, non mais... Parce que ma mère m'a toujours dit, tu es lié, en fait, on dirait que tu es lié à cette personne, Adolphe. Et je suis sûre que tu es lié à lui. Et j'ai eu plein de synchronicités comme ça, des trucs vraiment énormes. Genre, un jour, j'appelais justement ma mère pour lui dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces fagots, parce qu'il y avait des tas de fagots, super bien faits d'ailleurs, super bien ficelés, super bien attachés, je crois que je vous en avais parlé. Je ne savais pas quoi en faire ou les mettre, ça prenait beaucoup de place. Elle me dit non, ne les jette surtout pas, c'est un souvenir d'Adolphe, il ne faut pas les détruire, il faut les garder. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis sur ma cabane. Et le soir même, après qu'on a eu cette conversation où moi, là-bas, je voulais me débarrasser du truc, et ça me faisait chier et tout, et que ma mère, elle avait vraiment insisté, je sors de chez moi, et devant, juste au bord de la route, il y avait un fagot de posé, qui venait juste d'être fait, un fagot à l'ancienne. Alors j'avais parlé avec le voisin des fagots, il disait oui, de notre temps, les gens ne savent plus faire des fagots, non mais les gens ne savent plus rien faire et tout. Je me dis, mais ça sert à rien, aujourd'hui on a les cagettes pour allumer le feu, puis ça allume vachement mieux que le bois qu'on met dans les fagots, donc c'est aucun intérêt qu'on sache encore faire des fagots, il n'y a pas d'utilité à ça. Il dit oui mais quand même, bon voilà. Et là un fagot posé, mais tellement bien fait, tellement bien réalisé avec la belle petite ficelle autour. J'ai fait non, mais sans savoir d'où pouvait venir ce fagot fraîchement réalisé. Et des synchronicités comme ça, j'en ai eu plein, en fait, avec cet ancêtre. Et en fait, ce que j'ai compris avec cette histoire de tisane, c'est que, quelque part, son projet non réalisé, je me l'étais récupéré, moi. Genre, il avait voulu le réaliser au travers de moi. Pour ça, des fois, on fait des trucs qui ne nous ressemblent pas. C'est pour ça que c'est important aussi de parler, pour bien faire le débriefing. Moi, à l'époque, je m'embarquais... Quand tu t'embarques dans les trucs, sans parler, c'est comme... Je fais une comparaison exagérée, hein, mais le criminel qui agit, il agit non pas sans réfléchir, mais sans parler. C'est-à-dire, il s'embarque dans le truc, parce que c'est une mémoire. C'est un mort à l'intérieur de lui qui le pousse à faire ça. Bon, heureusement, les morts ne sont pas tous mauvais, on va dire, mais quand tu es poussé à faire un truc comme ça sans réfléchir, t'embarquer à tout prix dedans, c'est bizarre aussi quand même. Enfin, en même temps, la création, c'est ça, hein, c'est que tu t'embarques dedans, tu réfléchis pas, et c'est plus fort que toi aussi. Mais c'est en fait, c'est surtout quand tu as une idée fixe d'un truc. Quand tu vois, tu veux faire ça à tout prix. C'est ça qui est bizarre. Parce que, en tant que tel, la création, c'est pas quelque chose dont tu peux connaître à l'avance le résultat. C'est que tu t'embarques vraiment dans un truc inconnu, tu te dis, je vais faire plus ou moins ça, mais en fait, tu sais pas trop, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, voilà, je voulais parler aussi
pour revenir au sujet de l'amour conscient, l'amour conscient, en fait, c'est un fantasme, comme je disais, et en fait, c'est une forme de sacralisation de l'amour et de la relation à l'autre. Et ça, moi, la sacralisation, je connais bien, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'idéaliser des gens, des mecs. Et je pense que ça vous est tous arrivé, enfin, ça vous est tous arrivé. Et en fait, ce qui se passe dans l'idéalisation, quand tu idéalises une personne, c'est que tu la sacralises, et tout ce qui est sacralisé, bah, tu ne peux plus le toucher. C'est interdit de toucher quand c'est sacré. Donc, quand tu idéalises une personne, eh bien, parfois, tu n'en as même pas conscience que tu as idéalisé la personne. Ce qui peut se créer, c'est que justement, ton désir soit totalement anesthésié ou figé parce que tu ne veux pas toucher ou tu ne veux pas, comme si tu avais peur de salir ton veau d'or sacré. Parce que ça cache dans l'inconscient une association du désir à ce qui est sale et impur. Et moi, j'avais le même problème avec l'argent, c'est-à-dire que je refusais d'être payée pour mes services ou pour des choses qui me sont personnelles, ou de vendre des choses qui m'appartiennent, ou que j'ai créées plutôt, parce que je sacralisais ce que je faisais, et donc j'associais le fait de recevoir de l'argent à un salissement de ce que je faisais. Et là où c'est paradoxal, c'est que quand on me faisait des compliments, je me dévalorisais, je m'auto-sabotais. À l'époque, il y a 5-6 ans, quand avant de commencer à parler, avant de commencer à transformer les choses en moi, eh bien, vous voyez comment c'était? C'est-à-dire que, à la fois, je m'auto-sabotais, mais d'un autre côté, je me sacralisais moi-même et je sacralisais ce que je faisais puisque je refusais d'être payé. Vous voyez le paradoxe de l'orgueil? C'est pour ça que je dis que l'orgueil, c'est autant l'autodévalorisation de soi que la surévaluation de soi. Parce que la sacralisation, c'est une surévaluation. Surévaluation. Et donc, l'amour conscient, c'est un concept visant à sacraliser l'amour afin de le protéger de toute souillure, comme si ce qui avait attrait au corps, à la passion, au désir, était impur. On en revient toujours au même problème, comme il y a toujours eu dans les religions. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de religion monothéiste, mais on est plus sur une spiritualité, c'est-à-dire c'est plus vaste, il n'y a pas vraiment de Dieu, mais c'est le concept de conscience qui a remplacé Dieu finalement. Il faut dire les choses, hein. C'est ça. Donc c'est pour ça que au début, quand j'ai senti avec mon nez, je veux dire, le concept d'amour conscient, j'ai senti que ça sentait pas bon, que ça sentait la honte, que ça sentait le refoulement, que ça sentait tout un tas de trucs pas nets, quoi. Et puis, encore une fois, comme le disait justement Annie, la conscience, elle ferait son chemin au travers des comportements de l'autre que nous jugeons inconscients. Parce que c'est au travers des chocs, des bouleversements, des confrontations, de tout ce qui peut aussi nous faire remonter de la douleur, de la souffrance ou de l'énervement et de l'agacement, que nous avons l'occasion de pouvoir mieux nous connaître nous-mêmes, développer de la conscience. Voilà. Et la conscience n'est pas un acquis, c'est pas une entité non plus, parce qu'il y avait des scientifiques qui essayaient de situer la conscience dans la tête. Non, il y en a même qui avaient dit une fois, j'avais vu dans un magazine, je ne sais même pas si c'est pas Science et Vie, la conscience serait dans les pieds. Bon, alors il y en a pour qui c'est juste dans la teub,
Non, mais la conscience, c'est partout. C'est dans t'as les capteurs sensoriels, ça désigne, oui, l'état de connexion, de connectivité et de fonctionnement de tout, quoi. Donc, il y a des consciences collectives, puis après il y a des consciences individuelles, ça c'est ce qu'on retrouve chez l'humain, et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis, ben, en fait, oui, il n'y a pas d'amour conscient en tant que tel, il y a juste des individus qui peuvent développer une conscience d'eux-mêmes et qui, de ce fait-là, vont avoir une relation qui sera plus ou moins épanouissante pour eux. Enfin, parce que, en tant que tel, la connaissance de soi, et c'est ce qu'il y a de plus épanouissant, parce que c'est une aventure intérieure. Donc, celui qui est dans ce processus-là, ben, n'importe quelle rencontre qu'il fera avec n'importe quelle personne aura un intérêt pour lui-même. C'est pas il y avait mon moniteur d'équitation, il disait il n'y a pas de mauvais cheval, il n'y a que des mauvais cavaliers. Ben en fait, du coup, c'est pareil, tu peux pas avoir de mauvais partenaires. T'as que juste toi qui es con ou qui est pas con, toi qui es intéressé pour te connaître toi-même au travers de l'autre, c'est tout. Bon, voilà. C'est tout pour ce sujet. Et vous m'aimez les mouches, hein? Vous m'aimez. Putain, le bestiole. Mais l'hiver, ça caille, et l'été, il y a les mouches. Putain, on n'est jamais tranquille ici, c'est ouf. Hein.